countdown is 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale partout sur notre planète des lueurs étranges dans le ciel. Dans les années 40, on les appelait soucoupes volantes. Aujourd'hui, les soucoupes sont devenues des ovnis, des objets volants non identifiés. Prototypes secrets, méprises, phénomènes météorologiques inexplicables ou encore visiteurs venus d'ailleurs, préparez-vous à vivre un voyage surprenant dans un monde inconnu. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? J'en suis pas sûr. C'était comme une sorte d'engin. De quoi? D'engin. Je sais, ça peut vous paraître fou, mais il y avait quelque chose de surprenant. Deuxième épisode, les rencontres du troisième type. Avec dans les rôles principaux, Jean-Claude Bourret, grand journaliste passionné des ovnis. Dans ce dossier, je doute de tout. Maurice Chassepoul, le meilleur ami de celui qui a vu une soucoupe atterrir avec ses occupants. Il a dit, c'est une phrase que j'oublierai jamais, dans leurs yeux, je lisais de la bonté. Et Egon Kragel, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Et là, stupéfaction, ils avaient une tête en forme de potiron d'un volume 3 fois égal à la tête d'un homme normal. Technicien d'analyse audio, vous restez derrière la double ligne jaune. Donnez la première note. En 1977, Steven Spielberg réalise Rencontre du troisième type, un de ses chefs-d'œuvre et certainement le meilleur film jamais réalisé sur les objets volants non identifiés, dans lequel les extraterrestres prennent contact avec nous. Le film est fabuleux, il est traversé par beaucoup de choses. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Il y a une intelligence, je trouve, dans la façon dont Spielberg utilise la suggestion et fait appel à l'imaginaire du spectateur plutôt que de lui imposer une vision de l'extraterrestre. On ne sait pas très bien, par exemple, les vaisseaux, on ne sait pas s'ils sont matériels ou pas, il y a des espèces de lumière. Spielberg aussi tient compte du fait qu'il y a des manifestations d'ordre très différents. C'est pas toujours le même genre de vaisseau spatial qui arrive, il y a des trucs un peu bizarres. Il n'y a pas besoin en plus d'être fan d'ufologie pour le voir et puis pour l'accepter. Et je pense que là où il est super, c'est qu'il est sincère, parce qu'à l'époque, en tout cas, Spielberg, il est vraiment... lui, pour le coup, c'est un vrai believer. Il y croit, ces histoires d'extraterrestres, et pour le coup, alors oui, c'est un film, et il n'essaye pas de dire que c'est pas de la fiction, mais enfin, il y a une vraie volonté de respecter la littérature ufologique sur le sujet, et à tel point qu'il va même demander, d'ailleurs, à des ufologues de jouer dans le film. Les ufologues connaissaient bien avant la sortie du film l'expression « rencontre du troisième type ». Elle fait partie d'une grille de classification qui leur permet de trier les différents types d'observations d'ovnis. Quand on observe un ovni de loin, on va dire que c'est une rencontre du premier type. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Voilà, on a vu une lumière dans le ciel, nocturne, diurne. Bon, il s'avère que parfois, cette observation, un objet peut atterrir ou survoler des buissons et laisser une trace physique. Ça sera une rencontre du second type. Et puis, la dernière chose qui est assez troublante, c'est que certains témoins disent qu'ils ont vu un objet se poser et sortir de cet objet, ce qu'on appelait des ufonautes, c'est-à-dire des espèces de passagers ou de pilotes venant peut-être d'outre-espace, on ne sait pas. Et là, ça sera une rencontre du troisième type. Vous n'allez tout de même pas raconter à ces gens que vous avez vu des martiens qui se baladaient en bas. Et que diriez-vous si j'avais vraiment vu des martiens? Que vous devriez les montrer dans un cirque. Il y a un peu plusieurs stades, quoi. Il y a le stade où on voit un truc bizarre dans le ciel, il y a le stade où le truc bizarre il se pose, puis il y a le stade où le truc bizarre se pose et en plus il laisse des traces. Alors ça c'est vraiment très intéressant parce que là on commence à avoir des preuves, en tout cas des choses qui restent. Et puis alors après il y a la crème de la crème, la rencontre du troisième type avec un ufonaute. Les premières années,
on a des récits d'observation. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Très rapidement, des récits avec des traces, des observations de pilotes dès 49 et des histoires de crash dès 49-1950. Mais ce qui se passe, c'est que tout ce qui n'est pas survol, en gros, c'est pris avec des pincettes et en général, c'est rejeté, y compris par l'opinion publique. Donc il y a une espèce de folklore qui va se développer autour des soucoupes volantes, des histoires de soucoupes volantes qui se seraient écrasées, d'observations de pilotes dans le désert ou des trucs comme ça. Mais c'est considéré comme faisant partie du folklore. Donc c'est avec le temps que peu à peu, l'idée d'atterrissage, par exemple, va se renforcer. L'idée d'atterrissage et d'observation de pilotes, ça émerge après la vague de 54 en France. C'est la vague de 54 en France, au cours de laquelle il y a un grand nombre, enfin un nombre assez important d'observations justement d'objets au sol, avec des pilotes. C'est à la suite de cette vague que certains ufologues vont commencer à prendre au sérieux ces histoires d'atterrissage. Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius de Wilde, l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, M. de Wilde? Alors, j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors, je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. Et ce qui s'est passé, j'ai vu 2 hommes, je vous dis, deux êtres. Alors c'est là que j'ai pensé... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près à 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Pas moins haut que la balustrade. Vous allez pouvoir me les dessiner tels que vous les avez vus, ces bons hommes? C'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Puis ça, vous voyez, c'est là qu'ils marchent. Là, comme je les vois, là, tous les 2... Ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras. Le témoignage de Marius de Wilde lance la grande vague d'OVNI de 1954. Le phénomène OVNI fonctionne souvent par vagues. De nombreux témoignages se concentrent dans une région ou un pays pendant un laps de temps déterminé. Une des plus célèbres et surtout une des plus étonnantes est la vague française de 1954. Aujourd'hui encore, de nombreux ufologues s'y intéressent, comme Jean-Marc Watcan, géologue de formation, enseignant et qui se passionne pour les ovnis depuis l'adolescence. La vague française de 1954, c'est 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Il n'y a rien avant et il n'y a quasiment rien après. C'est 2000 cas recensés, des centaines de milliers de personnes probablement. Et des cas de très haute étrangeté, donc avec atterrissage, traces au sol, débarquement d'occupants. C'est vrai que la France a connu en 54 une vague exceptionnelle. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. À cette époque, d'ailleurs, les citoyens français vont véritablement découvrir le phénomène des soucoupes volantes et des martiens. Parce que avant 54, en France, on parlait très peu de ça. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une histoire de soucoupe volante qui est rapportée par la presse ou la radio. Nous avons jusqu'à 60 observations par jour. C'est une vague d'une ampleur encore aujourd'hui exceptionnelle. Alors, elle se caractérise, cette vague, par un grand nombre de rencontres rapprochées, c'est-à-dire que des témoins observent à la fois un étrange engin, un vaisseau non identifiés, et des humanoïdes, souvent qualifiés d'occupants. Ces humanoïdes se ressemblent, ils sont tous de petite taille, entre 1 mètre et 1,20 m, on dirait des scaphandriers, des bonhommes Michelin, des enfants sous cellophane. Ils ne sont jamais hostiles, ils osent même parfois un geste inattendu amical, et puis ils regagnent leur soucoupe et ils s'enfuient à une vitesse vertigineuse. On a des tas de cas. Ça commence à Marseille, sur l'aéroport de Marseille-Marignane, où le pompier de service, M. Chanot, aperçoit un objet qui va se poser. Il y a un cas absolument incroyable qui va se passer à Carouble, dans le Nord-Pas-de-Calais, le 10 septembre 54. Marius de Wilde, ça c'est une histoire qui va frapper la France, qui va faire toutes les couves à l'époque, qui à 22h30 va apercevoir un objet se poser sur la voie ferrée et 2 petits êtres en sortir, qui vont d'ailleurs pratiquement le paralyser avec un rayon. Cette histoire va être répercutée dans toute la presse. Il va y avoir des bandes dessinées dans la presse américaine. C'est alors qu'un rayon vert a paralysé le témoin. J'ai voulu crier, j'ai voulu mettre ma main au visage, impossible. Je suis resté comme ça, on aurait dit que
qu'il y avait une force invisible qui me retenait, vous savez. Formidable. Alors aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne Ah ça, comprends écoutez, rien. ça je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures. Alors votre soucoupe est là. Oui. Comment est-elle partie? Ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres. Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est. Les témoignages sont par nature sujets à caution et à discussion. À Chabeuil, Madame Leboeuf qui cueillait des mûres avec son toutou, le chien se met à aboyer et elle aperçoit dans un buisson une espèce de petit garçon, on peut dire un épouvantail, qui était sous cellophane, comme enfermé dans un sac, avec une figure très humaine. Elle a hurlé, elle s'est enfuie, le chien est tombé malade et est resté malade pendant une semaine. Enfin, c'est des histoires que Le Monde, Le Figaro, Combat, Le Parisien relatent en détail. Donc il y a une avalanche de témoignages et en fait, la France est visiblement assiégée par des soucoupes volantes en 1954. On recense des milliers de témoignages pour la vague française de 1954, et encore, sans compter tous ceux qui n'ont pas osé parler. Lors de ces nombreuses enquêtes consacrées aux ovnis sur France Inter dans les années 70, Jean-Claude Bourret, le célèbre journaliste, a rencontré de nombreux témoins de cette vague qui ont préféré garder le silence. C'est un monsieur qui avait 65-70 ans, très bien, costume cravate, légion d'honneur. Il m'a dit, est-ce que je peux vous parler en particulier? Alors, je me dis, bon, oui, bien sûr, monsieur. Alors, on se met un petit peu à côté, il me dit, voilà, je suis le docteur Untel. Je viens de prendre ma retraite. J'ai été médecin ici pendant près de 40 ans. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en 1954. Je vais chercher ma mère qui était en banlieue de Brive, à peu près une quinzaine de kilomètres. Et je l'amène, il faisait très beau, c'était au mois de juin, on traverse la forêt 2, il me donne le nom de la forêt, une route droite, pas de pluie, très belle visibilité, et puis au milieu de la forêt, brusquement, tof, je tombe en panne. Alors je regarde un peu, mon tableau de bord était éteint, ma mère me dit, mais t'as mis de l'essence? Il dit, évidemment maman, j'ai fait le plein hier. Alors il dit, attends, je descends, je vais regarder, parce que bon, à l'époque, on tripotait un peu le moteur des voitures, il y avait souvent des pannes. Donc il dit, je descends, j'ouvre le capot arrière, je trifouille un peu les fils des bougies, tout avait l'air normal. Je remonte dans la 4 chevaux et je vois ma mère qui, au lieu de me regarder pour me dire, alors t'as trouvé quelque chose, elle avait les yeux exorbités, elle regardait à droite de la voiture. Je m'assieds derrière le volant, je regarde ce qu'elle regarde et qu'est-ce que je vois? À une trentaine de mètres peut-être, un objet volant non identifié, une soucoupe volante, avec 2 petits bonhommes qui remontaient à l'intérieur de l'OVNI en volant. Silence absolu, me dit-il. Les 2 petits bonhommes rentrent dans l'OVNI décolle, sans faire de bruit, mes lumières s'allument sur le tableau de bord, je donne un tour de clé, le moteur démarre, ma mère ne dit rien, je ne dis rien, mais il m'a dit, quand on voit ça, monsieur Bourret, alors que je ne m'intéressais absolument pas aux soucoupes volantes. Si on m'avait posé la question, j'aurais dit, écoutez, moi j'ai fait des études scientifiques, fichez-moi la paix avec vos bêtises. On a su instantanément qu'on était visité par une civilisation venue d'ailleurs, parce qu'on a compris que ce que nous avons vu, ce n'était pas d'origine humaine. Et quand je suis arrivé à l'entrée de Brive-la-Gaillarde, ma mère m'a dit, n'en parle à personne, on dirait que tu es fou et tu perdrais tes clients. Il m'a dit, vous êtes le premier à qui j'en parle. Au bout de 40 ans de carrière, je viens de prendre ma retraite. Nous sommes 3 à le savoir, ma mère, moi et maintenant vous. Ça m'avait frappé parce que le gars, il n'avait aucun intérêt à me raconter une histoire comme ça. Alors on peut dire, évidemment, il l'a inventé pour se rendre intéressant. Bon, c'est une hypothèse, mais je ne la retiens pas parce que ce monsieur était vraiment médecin, j'ai vérifié par la suite. Mais on ne veut pas voir. On veut pas voir, on veut pas comprendre. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on va vous dire, bon, qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement? Ça n'a pas été trop dur? On va vous dire, bon, est-ce que ton fils, il est touché, il est au chômage ou pas, etc. On va vous dire, ah, t'as vu, il y a un objet volant non identifié qui s'est posé à tel endroit et qui a paralysé
un paysan, puis après on va vous dire « Ah, t'as vu, les matchs de foot reprennent ». Tout ça sur un même plan. Non, c'est pas sur le même plan. Tout ce qui concerne la vie venue d'une autre planète, c'est notre avenir et notre passé. Si Jean-Claude Bourret est convaincu par des intrusions extraterrestres sur notre planète, c'est parce qu'il a lui-même fait une rencontre rapprochée assez traumatisante. Quand j'étais tout petit, que je devais avoir 7 ans, peut-être 8, je ne sais plus exactement, je n'ai pas noté la date à l'époque, j'étais en tout cas à Saint-Gervais-les-Bains, dans un chalet que mes parents habitaient. Mon père était cheminot, ma mère était postière. Et j'ai été confronté à une observation très rapprochée d'OVNI qui se sont manifestés en plein jour, de façon presque banale, c'est-à-dire qu'ils étaient posés au sol, c'était 2 grosses boules métalliques, comme des boules de pétanque, mais qui faisaient peut-être, je sais pas, 1 mètre ou 1,50 m de diamètre. Et ces 2 boules ont émis une peur que je ressens encore. Et ce n'était donc pas une peur qu'on peut avoir, vous savez, quand on se balade dans un couloir, la lumière s'éteint brusquement, puis vous avez un copain qui sort en faisant « Ouh !» Vous avez peur pendant une seconde, puis après vous dites « Bon, arrête tes bêtises ». Là, c'était pas du tout ça, c'était en plein jour, et c'était une peur, je l'ai analysée beaucoup plus tard, qui était en fait sans doute émise par ces 2 boules comme une sorte de rayon de protection. Et j'y ai repensé, si vous voulez, parce que quand j'ai commencé ma série d'émissions en 1974 sur France Inter, il y avait un professeur des écoles, une femme, qui avait raconté à l'un des journalistes qui faisait des enquêtes sur le terrain qu'un soir, assez tard, vers 1h du matin, alors qu'elle faisait du camping sauvage avec son mari, près d'une forêt, elle avait entendu marcher dehors, dans le champ où ils avaient mis leur tente, donc elle était sortie pour voir ce que c'était, et elle avait vu une sorte de silhouette, une sorte de robot, a-t-elle dit, et ce robot lui avait fait une peur, totalement anormale, et elle avait dit « J'ai l'impression que cette peur était émise par le robot ». Et quand je me suis reprécipité dans les bras de mon mari qui était resté sous la tente, on s'est serrés l'un contre l'autre, on avait une peur absolue. Et il a dit, j'ai ressenti ta peur et j'ai ressenti que cette peur venait de l'extérieur. Et ça a fait tilt, j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais tout petit. J'avais effacé ça un petit peu de ma mémoire. Voilà comment, non pas je me suis intéressé aux ovnis, mais comment j'ai commencé à comprendre qu'ils étaient beaucoup plus fréquemment sur la planète Terre qu'on ne l'imaginait. On peut s'interroger sur la logique ou sur les intentions des pilotes de soucoupes volantes quand on étudie leurs atterrissages. En effet, les petits humanoïdes préfèrent systématiquement s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Jamais les prétendus visiteurs venus d'ailleurs n'ont décidé d'atterrir dans une grande capitale pour prendre contact avec un gouvernement officiel, comme dans le film de 1951 de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voici une émission spéciale sur ce phénomène sensationnel, l'arrivée d'un engin interplanétaire à Washington. Il semble que quelque chose va se produire. Nous venons en émissaire de paix et de bonne volonté. Pourquoi diable ces gens-là passent leur temps à jouer à cache-cache avec nous? Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. C'est quand même pas super compliqué d'aller se poser aux Champs-Élysées et puis de descendre l'avenir en faisant coucou, salut, c'est nous, on vient vous rendre visite, vous êtes sympa. La soupe au chou, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon, ça fait du bien partout, qu'elle passe dans les boyaux, ça tient au corps, ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Avant d'être un film réalisé par Jean Giraud, sorti en 1982, avec Louis de Funès et Jean Carmé dans les rôles principaux, La soupe aux choux est un roman savoureux écrit par René Fallet. Comment t'as appris notre langage? En écoutant les gens de chez vous. Je viens de la planète Oxo. Une toute petite planète qui est même pas sur vos cartes. L'auteur de La soupe aux choux avait certainement pris connaissance dans la presse de l'affaire de Valençol. Tout est là. Des extraterrestres qui viennent chercher non pas des choux, mais de la lavande. Un ovni qui se pose dans un coin perdu pittoresque et un témoin paralysé par un rayon mystérieux. L'affaire de Valençol, c'est une des plus célèbres et une des plus sérieuses rencontres du troisième type.
Le 1er juillet 65, là, on a un témoin qui s'appelle Maurice Mas, qui a 41 ans, qui est père de 2 enfants, qui possède une petite exploitation. Il cultive de la vigne et du lavandin. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. Et il s'est rendu compte que depuis quelques jours, des mains pas très bien intentionnées coupent ces plants de lavandin. Il n'est pas très content, donc il décide le 1er juillet 65 de se lever tôt, à 5h du matin, pour essayer d'attraper ces fâcheux qui lui volent ses lavandes. Il arrive à 5h40 sur le terrain. Il s'abrite derrière un clapier. Alors les clapiers, nous en Provence, on appelle clapiers. En fait, ce sont des tas de pierres qui font à peu près 2 mètres de hauteur, derrière lesquels on s'abrite contre le Mistral, par exemple. Donc il s'abrite derrière son clapier. Il allume une cigarette. Et à ce moment-là, il entend un bruit qui vient de son champ de lavandin, à une centaine de mètres à peine. Il dira c'était un espèce de sifflement un peu qui ressemblait presque d'ailleurs aux pales d'un hélicoptère. Il se dirige résolument vers l'endroit où il a entendu ce bruit. Et là, il aperçoit un engin posé au milieu des plants de lavande dont la forme fait penser à un ballon de rugby. Il va dire le fond de l'appareil était à 5 ou 60 cm du sol. Au-dessus de l'appareil, il y avait un dôme transparent. Cet appareil devait mesurer à peu près 2,50 m. Il avait la taille d'une dauphine, ces voitures de l'époque, et il avait une couleur mate. Et puis, ce qui était très étrange, c'est que cet engin reposait sur 6 pieds, qui étaient montés sur un pivot central, qui s'enfonçait dans le sol, et on aurait dit une énorme araignée. Alors il est perplexe, assez intrigué, il s'avance, et là, stupéfaction, il aperçoit 2 petits êtres qui ont une apparence humaine, qui se trouvent là, au pied de l'engin, qui sont penchés sur des plants de lavande. Et ces 2 êtres n'atteignaient pas 1 mètre de hauteur. Ils avaient une tête, selon Maurice Mas, en forme de potiron d'un volume 3 fois égal à la tête d'un homme normal. Alors, ils avaient des oreilles assez grandes, un trou à la place de la bouche, des yeux qui ressemblaient aux nôtres, mais sans sourcils. Ils avaient un grand crâne sans cheveux. Leur carrure était à peine plus large que leur tête. Ils avaient des bras, des jambes, ils avaient des petites mains. Et il n'a pas pu distinguer ses doigts, mais Maurice Mas dit oui, j'ai vu qu'ils avaient un pouce. Alors, ces 2 êtres portaient des combinaisons d'un gris assez foncé. Ils tiennent des instruments qu'ils rangent dans des sacoches. Maurice Mas, c'est quand même, on se met à sa place, extrêmement surpris. Et parvenu à 5 ou 6 mètres de ces étranges visiteurs, ces humanoïdes l'aperçoivent, ils se redressent aussitôt, et l'un d'eux braque sur l'agriculteur une sorte de tube, ou un pistolet, dira Maurice Mas, et Mas est alors instantanément figé sur place. Il est paralysé, mais c'est une paralysie singulière parce qu'il reste tout à fait conscient. Il peut bouger ses yeux, il peut observer, il peut commander à ses muscles de maintenir la position verticale, mais il est incapable d'esquisser le moindre mouvement. Alors les petits êtres discutent entre eux, il a l'impression dans une espèce de conciliabule, de gargouillement, et puis ils regagnent leur appareil avec une agilité stupéfiante, puis l'appareil, avec un bruit sourd, va se soulever à 50 cm du sol, il n'y a ni fumée ni poussière, et puis l'engin s'élève en oblique, et il disparaît plus vite qu'un avion en réaction au décollage. Dans son documentaire « OVNI, affaire d'État », le réalisateur Dominique Filol revient longuement sur l'affaire de Valençol, un cas qu'il n'a pas choisi au hasard. J'ai choisi le cas de Valençol parce que c'était le plus connu et puis c'était aussi le plus documenté. Il va y avoir 2 enquêtes. La première a lieu le soir même. Maurice Mas va rencontrer la brigade de Valençol qui va être rejointe 2 heures plus tard par la brigade de Digne. Et il va être pris extrêmement au sérieux. Mais Maurice Mas ne va pas tout raconter. Maurice Mas va taire beaucoup de détails parce que il ne se sent pas de raconter tout ça. Il a peur justement qu'on le prenne pour un fou. Il va y avoir une seconde enquête le 18 août 65. Et là, c'est Maurice Mas qui va demander à être reçu par la brigade de Digne. Et là, il va raconter, il va donner tous les détails. Là, il va vraiment parler des humanoïdes. Et il va être pris vraiment au sérieux. La brigade, à la fois la brigade de Valençol et la brigade de Digne le prennent très au sérieux. Les enquêteurs sont frappés par le pragmatisme de l'homme. C'est un homme qui parle droit, c'est un homme de la terre, c'est un homme qui n'a pas vraiment de fantaisie, qui est incapable d'inventer des histoires. Ils diront tout ça. Le capitaine Valnet dira ça. Il dira au début, quand j'ai lu simplement le rapport, je me suis dit que c'était un canular, mais quand j'ai rencontré Maurice Mas, j'ai vraiment changé d'avis. Voilà, c'est un homme totalement digne de foi.
Le petit village de Valençol est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au Café des Sports de ce charmant petit village. Il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi, messieurs, le principal témoin de l'affaire, M. Mas, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose? Allez, monsieur Moisson. Le patron de l'établissement, M. Moisson. C'est aujourd'hui... M. Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de M. Mas qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous. Ça, la matinée, Maurice Mas est venu, c'était un ami, et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ. Et oui. Il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Ou... Et vous avez pu garder le secret combien de temps? Jusqu'au lendemain. Et le lendemain Le matin, tout le monde, enfin, on a un peu parlé, et tout le monde prend ça, est venu. Et... Tous les journaux de la région sont venus, voilà. Jeanne s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, par aucun appareil connu, je ne crois pas. Est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps? Non, moi, là, j'ai eu l'impression que vraiment, il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Il n'a jamais voulu faire de publicité. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'OVNI. Il est rentré, il a commencé à dire à sa femme, écoute chérie, voilà ce qui m'est arrivé, surtout tu n'en parles à personne. Ce qui fait que dès le lendemain, tout le village était au courant. Et donc, les gendarmes ont été évidemment alertés, ils sont venus, ils ont pris le témoignage de M. Mas, ils sont allés sur place, ils ont fait des prélèvements, ils ont fait un rapport très détaillé, techniquement très bien fait. Mais c'est pas le seul, si vous voulez, des cas comme ça, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Vous ne doutez pas une seconde de sa sincérité? Bien sûr que si, je doute de tout. Dans ce dossier, je doute de tout. Alors on va émettre beaucoup d'hypothèses. La presse va être très partagée. D'un côté, il va y avoir les convaincus qui vont dire que Maurice Mas a bien vu un objet qui venait peut-être d'autre espace, et d'autres vont dire que c'était n'importe quoi, que visiblement la première hypothèse va être que Maurice Mas aurait vu un hélicoptère Alouette 2 ou Alouette 3 de l'armée française, parce que cet été-là, justement, il y avait des exercices militaires qui étaient menés en cours sous le nom de Provence 65. Mais Maurice Mas dira, vous savez, je sais ce que j'ai vu, j'étais juste à quelques mètres de l'objet, et vous savez, des hélicoptères, j'ai l'habitude, parce qu'il y en a certains qui se posent sur mon exploitation, et je vais discuter avec les pilotes, on s'entend très bien parce qu'on est chasseurs, on chasse tous, et j'ai des potes pilotes d'hélicoptères, donc je sais très bien à quoi ressemble un hélicoptère, je peux vous dire, et je suis formel, que ce que j'ai vu n'était pas un hélicoptère. Voilà, donc très intéressant le témoignage de Maurice Mas. Cette affaire, elle a bouleversé la vie du village. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI, affaire d'État. Presque tout le village, après, allait voir les traces. Et donc, j'ai rencontré à Valençol 2 personnes qui, à l'époque, étaient adolescents. Il y avait un trou, donc, et dans laquelle j'ai envoyé ma main sur à peu près une hauteur de 50 cm et qu'on pouvait dire qu'il y avait, comme s'il y avait des griffes qui s'étaient comme une arrimage. Il y avait des amandiers à l'époque qui étaient plantés en rang d'oignons, et selon la trajectoire d'envol de ce qu'on pouvait appeler l'engin, la partie gauche des amandiers était jaunie comme par une forte chaleur. Alors c'était surprenant parce que d'un côté de l'amandier c'était vert et de l'autre côté c'était jaune. Si vous allez encore aujourd'hui à Valençol, vous pouvez aller dans la boutique de Maurice Chassepoul, qui se présente comme la mémoire vivante du village. Et en effet, il est là. Et il est toujours prêt à raconter l'histoire de l'OVNI de Valençol à ceux qui viennent le rencontrer. Il dormait sans arrêt, il fallait que sa femme le réveille. Il fallait que son épouse dise « Maurice, réveille-toi, ça fait 10-12 heures que tu dors ». Alors ça s'invente pas non plus. Il ne pouvait plus garder une montre. Ou à l'avancer, ou à le reculer, ou voilà. Une montre, il ne pouvait plus s'en servir. Voilà. Ça lui servait plus parce que la montre n'était jamais à l'heure. Il a dit, et ça, pour moi, c'est une phrase que j'oublierai jamais, dans leurs yeux, je lisais de la bonté. Dans leurs yeux, je lisais de la bonté. Et bien ça, pour moi, ça résume toute l'histoire. On n'invente pas quelque chose comme ça. Je trouve cette phrase extraordinaire. Et quand Maurice Chassepoul nous raconte ça, lui-même, il a l'œil qui brille.
c'est comme si Maurice Mas lui avait transmis un petit peu de la beauté de ce qu'il avait pu voir à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché, parce qu'on aime bien présenter souvent le phénomène OVNI dans des émissions où ça fait peur, où c'est méchant, où on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, avec ce témoignage de Valençol, bien qu'il ait été paralysé et qu'il ait eu aussi quelques difficultés après, Maurice Mas garde malgré tout un très très bon souvenir, finalement, même ça l'a profondément marqué, mais dans le bon sens, de cette rencontre. Et il y a quelque chose que j'ai pas mis dans le film, parce que bon, il faut faire des choix éditoriaux, mais il les aurait revus, c'est-à-dire qu'il serait revenu, Maurice Chassepoul nous explique que Maurice Mas les aurait vus quelques années plus tard, il serait revenu, et il est rentré, il a dit à sa femme « C'était tellement beau que j'aurais voulu que tu sois là ». En tant que scientifique, les cas qui m'intéressent le plus sont ceux qui laissent des traces physiques. Par exemple, des rencontres rapprochées avec des objets qui laissent des marques dans le sol ou qui coupent le moteur des voitures. Et des cas comme ça, il y en a des centaines dans le monde entier. Si chaque cas était différent, il n'y aurait pas moyen de les étudier. Mais quand des rapports arrivent d'Australie, de France, du Japon ou du Canada et qu'ils racontent tous la même chose, ça veut dire que soit tout le monde devient fou en même temps, soit il y a vraiment quelque chose. Évidemment, on parle des cas non identifiés. La grande majorité des observations trouvent souvent une explication naturelle. Impossible dans une série sur les ovnis de ne pas présenter Joseph Allen Hynek, l'ufologue le plus célèbre de tous et surtout le grand avocat de la cause OVNI. C'est lui qui, dans les années 70, a inventé la classification rencontre du premier, deuxième et surtout rencontre du troisième type avec des occupants d'OVNI. Et c'est lui qui a été le conseiller scientifique de Steven Spielberg lors de la réalisation du film du même nom. Il dit c'est ces cas-là qui sont les plus étranges, qui sont les plus intéressants à étudier. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les phénomènes les plus étranges ne sont pas décrits par les individus les moins crédibles, mais au contraire par des individus qui sont souvent plus crédibles que d'autres. Allen Hynek, c'est la figure majeure, absolument incontournable de l'ufologie. Egon Kragel, spécialiste des ovnis, auteur de OVNI, enquête sur un secret d'État. On peut dire de lui qu'il est le père de l'ufologie contemporaine et qu'il reste encore aujourd'hui le monsieur OVNI le plus célèbre de la planète. Et c'est pas des moindres. Il a décroché un diplôme en astrophysique à l'université de Chicago, puis il a rejoint le département de physique et d'astronomie de l'université d'État de l'Ohio, où il est devenu spécialiste de l'évolution stellaire ainsi que des étoiles binaires. Donc déjà toujours, Allen Hynek a un regard dans le ciel. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé sur les radars, toujours un regard dans le ciel. Et après la guerre, il a retrouvé l'université d'État de l'Ohio en tant que professeur. Il a vraiment introduit toute cette démarche systématique d'études, des témoignages OVNI, en espérant que derrière ces témoignages se cache une réalité concrète, un phénomène ou un ensemble de phénomènes qui sont nouveaux pour la science, qui sortent du connu et de l'établi. Voilà donc un vrai scientifique. Oui, ça c'est vraiment la démarche scientifique. Ouais. Même si au départ il n'est pas parti du bon pied, il n'a pas présenté une curiosité particulière au départ, mais il a développé sa curiosité en étant confronté au matériel. Le professeur Hynek considérait que les rencontres du troisième type étaient les plus fascinantes à étudier, alors qu'au début de sa carrière, il ne croyait pas à l'existence des objets volants non identifiés. Il faut savoir que Hynek était présent dès les débuts de l'histoire des soucoupes volantes. En tant qu'astronome, il est engagé par l'US Air Force fin des années 40 pour trouver des explications rationnelles aux témoignages d'OVNI. Et c'est là qu'il va croiser pour la première fois la piste des soucoupes volantes. Il disait: c'est vrai que pour moi, tout a commencé en 1948. Ce jour de printemps 48, j'enseignais l'astronomie à l'université d'État de l'Ohio, à Columbus, lorsque 3 hommes ont débarqué. Ils étaient vêtus de noir. Ils venaient de la base aérienne de Wright-Patterson. D'abord, ils m'ont parlé de temps, de choses banales, et puis à la fin, ils m'ont posé une question. Ils m'ont demandé ce que je pensais des soucoupes volantes. Moi, je leur ai dit que pour moi, c'était un flot d'âneries et de non-sens. Ma réponse a semblé leur plaire, alors ils m'ont proposé un boulot,
Ils avaient besoin d'un consultant en astronomie car ils devaient trouver une réponse quant à ces mystérieux objets volants. Ils disaient que certains étaient des météorites, d'autres des étoiles. Ils avaient donc besoin d'un expert en astronomie. Moi, l'idée m'a bien plu. Je me suis dit, super, ça risque d'être amusant. Et puis, en plus, je pouvais obtenir une habilitation top secret, ce qui n'était pas négligeable. Lui est sceptique au début. Il a été engagé dès 47 ans. Donc, pour examiner les notifications et essayer de trouver des explications astronomiques, puisque lui, il est astronome, à ces différentes notifications. Et il va faire ça avec plaisir en disant je vais casser de la soucoupe, quoi. Donc, puisqu'il n'y croyait absolument pas. Et c'est finalement au cours de la découverte du phénomène à travers les différents témoignages et rapports qu'il reçoit qu'il va changer d'opinion pour finalement être tout à fait convaincu qu'il y a derrière les rapports d'OVNI un phénomène nouveau pour la science, empiriquement nouveau, comme il dit, qui vaut la peine d'être investigué sérieusement. Dans la deuxième moitié des années 60, on voit émerger 2 factions parmi les scientifiques. Pierre Lagrange, sociologue des sciences. Un groupe de scientifiques qui restent fidèles à leur positionnement rationaliste, qui est de lutter contre les croyances populaires, ce qu'ils appellent les croyances populaires, et puis d'autres scientifiques qui, dans le contexte des années 60, sont plus ouverts au débat public et considèrent que la mission des scientifiques, c'est pas de s'opposer au public, mais c'est de construire un dialogue avec le public. Et il va prendre position en faveur de l'idée qu'il faut étudier ces phénomènes. Et peu à peu, il va se convaincre alors qu'il y a quelque chose de véritablement énigmatique, notamment parce qu'il va enquêter sur une série d'observations très bizarres, et notamment un atterrissage qui s'est déroulé dans le Nouveau-Mexique à Socorro en 64, où il va aller enquêter sur place, ce qui est sans doute une des premières enquêtes sur place qu'il effectue, puisqu'avant ça, il analysait les témoignages sous forme papier, sous forme de rapport, dans son bureau, et là, il va être confronté à un témoin qui a vu quelque chose qui est apparemment très étrange. L'affaire de Socorro du 24 avril 1964 a donc impressionné Allen Hynek. Et il y a de quoi, car ici c'est un policier assermenté dans l'exercice de ses fonctions qui va faire une rencontre du 3e type. Il était 17h45, Socorro c'est une petite ville au sud d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et là on a un témoin très crédible parce que c'est un policier. Il est au volant de son véhicule, il aperçoit en direction de l'agglomération une flamme bleue teintée d'orange dans le ciel et accompagnée d'une sorte de rugissement. Alors sur le coup, Lonnie Zamora est très inquiet parce qu'il sait qu'il y a là une cabane où on stocke de la dynamite. Alors il se dit que c'est peut-être cette cabane qui vient d'exploser, donc ça l'inquiète. Il décide d'aller jeter un œil, il engage sa Pontiac blanche de patrouille dans un chemin de terre. Et c'est alors aussi que son attention est attirée par quelque chose de brillant, justement. Et il pense tout d'abord que c'est une voiture retournée. Alors il s'est dit, mais il y a peut-être eu un accident. En même temps, c'est très étrange parce que cette voiture retournée, elle semble reposer sur des trépieds. Ce que fait Zamora, premier réflexe, il appelle le central de police pour leur signaler qu'il y a là quelque chose d'inhabituel et qu'il va aller voir tout ça de plus près. En se rapprochant, il va distinguer 2 silhouettes, comme Maurice Mas, 2 petits personnages, pareil, qui mesurent à peine 1 mètre, 1m20, qui ont une taille d'enfant. Ils sont vêtus de combinaisons blanches et ils semblent s'agiter autour de cette chose brillante qui est posée là et qui brille d'un éclat d'aluminium. Et puis soudain, un des petits personnages se met à sautiller parce qu'il vient d'apercevoir la voiture de patrouille de Zamora s'approcher. Alors Zamora finit par garer son véhicule, il en descend et il entend des bruits métalliques sourds, un peu comme des claquements de porte. Il est de plus en plus intrigué, il s'approche de cette scène étrange et stupéfait. Il découvre que ce qu'il pensait au début être une voiture retournée est en fait un vaisseau allongé, de forme ovoïde, un vaisseau comme il n'en avait jamais vu de sa vie, qui repose sur un trépied à 1 mètre du sol et qui ressemble étonnamment justement au vaisseau de Maurice Mas. Et puis tout va très vite à ce moment-là. Une flamme bleutée et orangée jaillit de la base de l'engin, qui émet un rugissement sourd, un bruit qui s'amplifie en montant dans les aigus, puis l'objet s'élève doucement, et là on peut imaginer, Lonnie Zamora il est terrorisé. Zamora, le cœur battant, se fige, l'observe, et lorsque l'objet atteint une altitude de 6 mètres environ, il devient totalement silencieux. Là, Zamora est terrifié, il se plaque au sol, il protège son visage de ses bras, et il voit tout de même l'objet qui s'éloigne d'abord doucement, qui plane parallèle au sol, puis qui passe en accélérant au-dessus de la cabane de dynamite,
et qui finit par disparaître brusquement au-dessus de la 6 Mile Canyon Mountain, qui est la chaîne de montagnes à l'horizon. Alors Zamora, choqué, met un peu de temps pour retrouver ses esprits, puis il retourne à sa voiture. Au passage, il ramasse ses lunettes de vue. Il appelle l'opérateur de la police, Ted Lopez. Il lui demande de l'aide. Et puis, quand même, il va là où se tenait le drôle d'engin pour voir s'il y a des traces. Et il découvre, effectivement, d'abord qu'il y a quelques maigres buissons qui sont là et qui sont en train de brûler, qui sont en train de se consumer. Sam Chavez, qui est un sergent de la police d'État, et Chavez trouve Zamora dans un état terrible, il est pâle, tremblant, couvert de sueur, et il lui dit « Qu'est-ce qui se passe, Lonnie? On dirait que tu as vu le diable ». Ce à quoi Zamora répond « Oui, c'est peut-être effectivement ce qui m'est arrivé ». Comme toujours, dans tous ces cas ovnis, les avis sont partagés, il y a les convaincus et les sceptiques, et là les sceptiques vont se déchaîner. On a dit aussi que Zamora aurait été la victime d'un canular organisé par des étudiants de l'université toute proche, une farce montée. Mais là c'est pareil, ça tient pas la route, parce que monter une farce, il fallait créer un vaisseau, c'était quoi? Un plus léger clair. Or là, il n'y a que les traces d'un trépied et des petites traces autour que l'Air Force jugera être les traces de passagers venus d'ailleurs. C'est très étonnant. Il y a eu des controverses, comme il y a des controverses en fait sur chaque affaire OVNI. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI Affaire d'État. Il y a toujours des sceptiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir des ovnis non plus. Attention, il ne faut pas, dès qu'il y a une lueur bizarre dans le ciel, se dire c'est un ovni. Il faut d'abord écarter toutes les hypothèses possibles. Mais il y a parfois quand même, j'ai l'impression, des gens qui sont vraiment de très mauvaise foi, qui cherchent à tout prix une explication rationnelle à quelque chose qui ne l'est pas du tout. On ne peut pas prouver absolument qu'une rencontre du troisième type a déjà eu lieu. On n'a pas la preuve absolue de ça. Non. Pour avoir la preuve, il aurait fallu soit capturer un vaisseau, soit capturer un ufonaute. Mais effectivement, on n'a que des traces. Et puis moi, il y a quand même quelque chose qui m'interroge tout le temps, c'est qu'on a aussi des effets psychologiques, des effets physiques. Il y a des choses récurrentes. Par exemple, beaucoup de témoins ont souffert de conjonctivite après avoir vu ça. Vraiment des infections oculaires extrêmement graves. Certains ont développé d'étranges maladies. C'est-à-dire qu'il y a quand même un faisceau, un faisceau qui ne sont pas des preuves formelles, mais qui tendent à prouver qu'il s'est passé un événement assez exceptionnel. Parfois, ces effets, selon certains témoins, peuvent durer des années et être vraiment étranges. C'est le cas de la rencontre approchée du troisième type de Cussac dans le Cantal en 1967. Le 29 août de cette année, 2 enfants ont fait une rencontre qu'ils n'oublieront jamais. Ils gardaient les vaches avec leurs petits cousins qui, eux, étaient des fermiers, des petits fils de fermiers. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'OVNI. Et ils ont vu en plein jour également un objet volant non identifié qu'ils n'ont pas vu tout de suite. Ils ont d'abord vu les vaches qu'ils étaient censés garder, et qui semblaient avoir peur et qui se mettaient à courir dans le champ. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un chien errant, donc ils sont allés voir ce qui se passait. Et puis ils ont vu un objet volant non identifié. Donc là, on est en plein jour, ils sont plusieurs témoins. Et ils ont vu cet ovni qui brillait. Ils ont vu 2 petits extraterrestres qui montaient le long de l'ovni, qui lui-même décollait, et ils sont rentrés la tête la première dans la soucoupe volante, qui est partie sans faire de bruit, mais avec une très forte luminosité, qui a provoqué d'ailleurs une ophtalmie sur les enfants. L'ophtalmie, c'est quand on perd un peu la vue, quand on fait par exemple du ski sans lunettes de soleil, parce que la luminosité est trop intense. Bon, alors il y a une suite à ça, donc il y a eu un rapport de gendarmerie, etc. On a dit, bon non, les enfants sont tout à fait crédibles, il y a d'autres témoins qui ont vu passer l'OVNI, etc. Mais il se trouve que ce petit enfant qui devait avoir 13 ou 14 ans au moment des faits, moi je l'ai retrouvé du côté de Clermont-Ferrand, 25 ou 30 ans plus tard. Il était avocat, c'est-à-dire un grand avocat. Il est venu me voir, parce que je faisais une conférence sur les ovnis dans le coin. Il m'a dit, vous avez parlé de moi, je suis celui qui est dans le rapport de gendarmerie, un tel, etc. Et il m'a dit, vous savez, avec ma sœur, maintenant, quand il y a une apparition d'ovni dans le coin, on le sent,
On se téléphone, on dit « tu as senti ?» « Oui, j'ai senti ». Et puis le lendemain, souvent, vous avez dans la presse locale, un témoin affirme avoir vu passer un objet volant non identifié. Donc vous dites un truc comme ça, vous dites « bon, ces gens-là sont barjots, faut qu'ils arrêtent de boire ». Mais j'en ai tellement rencontré dans ma vie, si vous voulez, qui ont raconté des témoignages qui sont tellement hors du commun qu'on n'apprend pas du tout à l'université ou dans les facultés de médecine ou de psychologie, voire de psychiatrie, que ça finit par forger une conviction. Et en Belgique, pays du surréalisme, a-t-on connu des cas de rencontres du troisième type? Nous avons posé la question à notre meilleur ufologue national, Patrick Ferrin, cofondateur de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Il étudie les ovnis depuis les années 60. Moi, je compare toujours l'ufologie à un puzzle. Mon sentiment à moi, c'est que personne ne peut affirmer que les pièces qu'on possède soient les pièces d'un même puzzle. Alors, on peut s'intéresser à l'ufologie en disant on va uniquement se consacrer au témoignage, ce qui se passe en Belgique ou dans son propre pays, quel qu'il soit. On va se limiter au témoignage. D'autres vont dire oui, mais les témoignages, il y a une dimension supplémentaire, il peut y avoir une rencontre alléguée avec quelque chose. Et puis on peut pousser plus loin, oui, mais s'il y a eu rencontre, il peut y avoir une expérience tout à fait étrange qui en découle. Et là, on va parler de contact. Où faut-il s'arrêter? Je ne sais pas. Quelle est la frontière entre tout ça? J'en ai pas la moindre idée. Mais lorsque parfois un témoin dit, vous savez, il n'y a pas eu que l'observation d'un triangle ou de boules de lumière dans mon jardin. Il s'est passé autre chose. J'ai vécu quelque chose d'autre, d'un autre ordre. On se dit, oulala, à quoi avons-nous affaire ici? Bon. Parfois, ça s'est arrêté à peu de choses. Ça pouvait être l'imagination, ça pouvait être un mauvais rêve, ça pouvait être des tas de causes qui pouvaient trouver une explication assez triviale ou assez commune. Dans d'autres moments, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. On s'est défié de ça parce que on s'était dit, on essaye, la SOBEPS essaye d'avoir une once de crédibilité aux yeux du public qui s'intéresse à ça, par rapport aux médias, par rapport aux autorités qui veulent bien nous assister. Si on leur amène une autre facette de l'ufologie qui va dans des domaines mais encore beaucoup plus hasardeux et beaucoup plus sensationnels, on va se discréditer, on ne va plus bénéficier de leur appui, de leur aide, de leur crédibilité. Alors ça ne veut pas dire qu'on a fait la sourde oreille. On a emmagasiné quelques-uns de ces cas. Ils sont très rares, mais on en a. En Belgique, on a eu quelques cas d'atterrissage aussi. Jean-Marc Wattecan, professeur de sciences et ufologue. Il y a le cas de l'humanoïde de Vilvoorde, mais on peut émettre des doutes par rapport à l'humanoïde de Vilvoorde. Et puis un cas un peu plus récent, c'est 1980, c'est le cas de la champignonnière, qui est tout à fait caractéristique et assez ressemblant aux observations de 1954, avec de l'absurde. Alors la champignonnière, comme son nom l'indique, c'est une exploitation et l'exploitant voit dans la cour un engin s'approcher puis atterrir. C'est un engin en forme de soucoupe classique. Il y a une trappe qui s'ouvre, des marches, et il y a deux personnages, mais d'apparence quasiment humaine, qui en sortent, qui viennent progressivement et doucement, tranquillement vers le témoin, qui n'a pas l'air d'être particulièrement choqué. C'est à quelques mètres, donc vraiment dans la cour de son exploitation. Et ce témoin commence à s'adresser à lui dans une langue qu'il ne comprend pas. Alors il exprime « Désolé, je ne vous comprends pas ». Et ils ont peut-être un traducteur automatique. Directement, il s'exprime dans sa langue pour lui dire voilà, qu'est-ce que vous faites ici? Un témoin se pose la question, mais il se dit qu'est-ce que je fais ici? Je pense qu'il parle de mon exploitation. On cultive des champignons. Ah, est-ce qu'on pourrait avoir? Le témoin toujours interloqué, oui. Attendez, je vais vous chercher un ravier. Donc il retourne à l'intérieur, il sort un ravier de ses frigos et il vient leur présenter le ravier. Donc un des deux prend un champignon et veut l'emporter. Mais il dit, vous pouvez prendre le ravier? Non, non, un seul suffira. Ils prennent le champignon, ils retournent dans leur engin
et l'engin s'envole tranquillement. Il est tout à fait possible que le monsieur qui raconte cette histoire affabule complètement pour je ne sais quelle raison, mais voilà. Oui. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on envisage quand on est ufologue? Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. En l'occurrence, ici, effectivement, un seul témoin, mais il a déposé à la gendarmerie. Donc, lui a fait l'effort d'aller expliquer ce qu'il a vu. Et il y a un gendarme qui a fait une enquête. Et alors, ma deuxième remarque, donc ça voudrait dire qu'il y a des personnages qui viennent d'ailleurs, qui viennent sans doute de très loin, dans un engin qui n'est pas très grand, donc comment ont-ils fait, etc. Tout ça pour prendre un plan de lavande ou un champignon. Enfin, vous voyez, ça n'a... En fait, si on prend ça au premier degré... Ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Oui. Vous ne pouvez pas vous arrêter nécessairement au détail de l'observation, qu'il faut pouvoir à un moment donné... Bon, on prend les témoignages, il faut les écouter, il faut les enregistrer, mais à un moment donné, il faut prendre une distance. Qu'est-ce qu'on nous montre là? Mais pas simplement sur le cas en question, mais sur un ensemble de cas. Qu'est-ce que ça nous dit globalement? Quel est le signal? Quel est le message que ça envoie? J'ai pas de réponse. Les témoignages se suivent et ne se ressemblent pas. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Que ce soit dans les objets volants, ou que ce soit dans les gens qui en descendent, y a tout, il y a surtout n'importe quoi. Il y a pas mal de témoins qui sont même super embêtés quand ils font leur témoignage parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on va se foutre de leur gueule et on peut pas leur en vouloir parce que vu ce qu'ils décrivent, c'est complètement fou, quoi. Alors, pourquoi, diable, autant de trucs complètement farfelus? Voilà. Alors, il y a des explications. Hein. Le fameux zoo, l'idée du zoo cosmique, hein, l'idée qu'en fait, on serait comme une espèce de zoo. Alors, on vient nous voir comme des animaux en cage, mais alors pour des raisons X ou Y, on n'intervient pas. C'est possible. On peut imaginer, par exemple, qu'ils sont un peu plus malins que nous et qu'ils ont un respect pour les civilisations primitives comme la nôtre, et puis que du coup, ils essayent de pas trop s'immiscer. Mais dans ce cas-là, ils sont presque aussi maladroits que l'armée américaine, hein, parce qu'ils sont quand même pas super discrets. Selon vous, est-ce qu'on a au moins une fois un cas crédible d'atterrissage? Non. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Aucun? Non. Dans toute la littérature ufologique? Non. Donc même... En Belgique? Ah non, je parle dans le monde entier. Dans le monde entier? J'ai pas les informations du monde entier. Mais vous avez bien une petite idée? Mon sens, non. Vous voyez ce que je veux dire? Les cas solides d'atterrissage qui reviennent sans cesse et sans cesse dans les... À mon sens, non. Pourquoi? Parce que les quelques affaires qui prétendent présenter un cas d'atterrissage, les éléments présentés ne résistent pas à la critique. Que de nombreux témoins dignes de foi disent avoir vécu une rencontre du troisième type, c'est certain. Mais que ces mêmes témoins aient vu vraiment des visiteurs venus d'ailleurs, ça, avec la meilleure volonté du monde, c'est totalement impossible à prouver. Car tout repose principalement sur des témoignages. Il n'y a pour le moment aucune preuve absolue d'un seul atterrissage d'un vaisseau extraterrestre sur Terre. À chaque fois, les traces laissées ne prouvent rien. Et c'est peut-être mieux ainsi, ça laisse la porte ouverte à tous les possibles. Je cherche à savoir si je suis fou, alors dites-le. Dans le prochain épisode, l'anomalie belge. En 1989, la Belgique a connu une vague d'observations d'OVNI unique au monde. Pendant 18 mois, des objets triangulaires survolent notre territoire et sèment la panique chez de nombreux témoins. Je me suis retrouvée face à face avec un OVNI. Par peur, j'ai fait demi-tour tellement que c'était impressionnant à voir. Tous les épisodes de la série consacrée à l'histoire des OVNI sont disponibles sur Ovio ou téléchargeables sur la page podcast du site lapremière.be.